Bon, bah, merci à tous, en tout cas, de nous avoir accueillis au musée de la Mine. Merci Marc d'avoir, accepté notre Avec invitation et plaisir. ton périple de Chicago jusque Forbach. On est content de présenter ce livre, qui présente un objet, ultra présent dans la culture, mosellane et encore plus aux alentours de Forbach, qui est la mine et par une manière de le présenter assez unique, je pense, et avec un roman en plus, donc assez accessible. Donc oui, c'est un livre qui a été publié chez les éditions Soleb et Bleu Autour, Ouais. qui sont quand même des belles, éditions, Mmh. dans 2 genres différents qui sont, grâce à tes précédents travaux unis sur ce roman, si j'ai bien compris. Ce qu'on peut dire pour commencer à entrer dans le texte, c'est qu'il est habité de mystère, ce texte, heu, notamment par les illustrations, mais on y reviendra plus tard et il est aussi habité de mysticisme, Ouais, ouais. à plusieurs égards. Hem, Comment tu es venu à évoquer le sujet de la mine et par cette vision aussi, pas, réaliste ou documentaire, mais par une, version romanesque, mystérieuse, comme un voyage dans l'inconnu, quoi. Ouais. En fait, c'est venu d'une idée assez simple, c'est que, pour pouvoir explorer la question, de l'introspection et l'onirisme qui peut venir, à travers, une introspection, il me fallait un milieu, clos, inaccessible, qui pousse d'abord les personnages à l'isolement pour mieux se retrouver. Il y en a pas 40, particulièrement si tu veux traiter, par exemple, de la question du lien social et de l'impact, de la fin du travail sur la définition de soi. Et évidemment, la mine en est un et peut-être, le meilleur et de très loin. Et donc c'est ça qui a présidé au choix, à la fois de l'unité de l'espace, du temps et du lieu. C'est pour pouvoir explorer ce mysticisme dont tu parles, qui est, pour être très clair, une espèce de revisite, d'une sorte de récit initiatique gnostique, et l'idée étant de le mettre dans un lieu clos qui force les personnages à se retrouver confrontés à eux-mêmes, en l'absence de définition de soi. Voilà, c'était vraiment ça qui a motivé, au choix, D'accord. voilà. Pour rentrer dans le texte, je vais lire le 2e paragraphe du Ouais. livre, donc c'est parti. «C'est drôle de se retrouver là, complètement froissé par terre, sans trop savoir si on a encore forme humaine ou si on ne se ressemble plus qu'à un tas de chair aux courbes étranges. Le noir, pour ça, ça aide bien. Il m'a souvent sauvé la peau, ce salaud-là. Mais il fait payer chèrement, avec un léger dédain, comme un serveur qui vous colle la note au milieu des pintes vides sur le zinc, sans vous regarder. Je lui en veux pas. J'ai choisi d'être là, pas lui. Je vais en profiter un peu de ce moment spécial. Vu comment il s'est annoncé, je vais pas la lui jouer goujat ou le snobber. Faire s'écrouler une galerie juste pour ma pomme. C'est dire s'il a envie de moi. Enfin, la poussière s'y mêle un peu, des relents de charbon. J'arriverai pas à le sentir immédiatement. J'ai le nez pété à mon avis. Trop de sang dans les tuyaux. J'aime bien cette odeur. Faut que j'arrive à bouger un peu pour cracher. Que je lui laisse un peu plus de place. Ah merde. Les côtes aussi. Pas toutes du moins. Sinon je pourrais même pas arquer. Ça fait mal. Allez, mords-toi un peu la langue. Pour pas tomber dans les vapes. Voilà sur les genoux. Pas trop tôt. Donc, ton livre commence par une catastrophe, un effondrement. Ouais. C'est, quelque chose de ultra présent dans le thème de la mine, notamment dans la région aussi, qui est habitée par ces catastrophes, qui ont vu, de nombreux morts. Pourquoi commencer par ce biais, catastrophe? Et je vais continuer avec une deuxième question. Hem tu as décidé de rendre la mine comme un lieu de vie par la sensation qu'elle donne, par la matière qu'elle donne. Ouais. Pourquoi la personnifier en quelque manière? Oh, waouh, c'est OK, c'est une question plus complexe qu'il paraît. La deuxième. Alors pour la première, je voulais démarrer par une tactique, de romancier assez classique, c'est-à-dire de démarrer in media res. On commence tout de suite, en fait, à travers une grande dynamique. Ça peut être par l'action, ça peut être par l'effondrement, ça peut être par une catastrophe. Et là, elle était doublement légitimée, cette démarche de commencer par l'effondrement, puisque le but, ça n'est pas d'explorer ce qui se passe dans la vie des mineurs qui sont bloqués
quand tout va bien. L'idée est de démarrer quand ils perdent la raison pour laquelle ils existent ou en tout cas, 90 du temps de leur vie et ils le passent à l'activité professionnelle et donc l'idée pour moi, c'était de démarrer à un moment où la machine s'enraye, pour forcer à l'introspection puisque d'eux-mêmes, pour toutes les raisons qu'on pourra peut-être voir plus tard, ils ne veulent pas se retrouver confrontés à eux-mêmes, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Bon, quant à ta deuxième question qui est, beaucoup à tiroir en fait, la raison pour laquelle, j'ai voulu commencer par ça aussi, c'est parce que, ça comment dire? Ça permet tout de suite de définir les personnages par archétype. C'est-à-dire qu'on les renvoie à leur métier, on ne les renvoie pas à ce qu'ils sont, au début et la raison pour laquelle je fais ça, c'est justement pour montrer que au d c'est une façon de démarrer l'évolution des personnages. Si je les définis d'abord par ce qu'ils font, je reste dans leur schéma de pensée classique. Ce qui va me permettre justement au fur et à mesure du récit, de créer des effets de tension assez énormes quand justement les archétypes ne fonctionnent plus, ne marchent plus. Et ça touche à la question de la physicalité, du matérialisme de la mine dont tu faisais référence. C'est parce que justement je veux piéger le lecteur. Le but, c'est de démarrer avec l'idée qu'il se fond de ce qu'est une galerie de mine qui s'effondre, avec des éléments de repère tout à fait classiques, le noir, le corps lui-même étant un décor, avec les côtes pétées, le nez fêlé comme tu l'as expliqué. Puisqu'on va démarrer, au fur et à mesure du temps et assez vite par l'immersion du fantastique dans l'histoire, où la mine tout autant que le corps ne sont que des métonymies, en fait, de la psyché des personnages qui sont convoqués. Et donc là, on voit bien que la définition par le métier ne suffit plus et les rouages se bloquent et donc du coup, quand on peut plus se définir par son contexte, on est bien obligé de trouver de manière immanente la définition de soi. Et c'est à ça que ça sert la matérialité très, très physique, même le langage utilisé, comme tu l'as vu, il y a plusieurs niveaux de langage, même dans les paragraphes. C'est de confronter cette matérialité qui ne suffit plus au moment où le monde ne fait plus sens. Voilà. Ouais, tu as déjà évoqué, plusieurs fois le mot pensée, Ouais, psyché, ouais, aussi le fantastique qui sont ouais, des choses qui se s'imbriquent dans le livre. ouais. Hem, Pourquoi, est-ce que tu avais un rapport déjà avec la mine, l'objet mine, avant l'écriture de cet ouvrage? Et pourquoi aller vers cet objet si particulier qui est la pensée d'un mineur? Mmh. Et aussi tu as parlé du fait de l'inconscience en fait de ce travail-là ou en tout cas au moment de le faire, l'inconscience, de non-réflexion on va dire sur la condition. Comment toi tu l'analyses cette non-pensée? Ah, ouais. Alors, il y a peut-être un spoiler qui peut expliquer ça, c'est que le livre est bâti autour du concept de la métempsychose. Donc c'est la capacité, en fait, d'une âme à se déplacer, si tant est que l'âme existe, d'un corps à un autre, d'un lieu à un autre, sans qu'il y ait nécessairement, d'idée de ce qu'on appelle la rétribution de l'âme, c'est-à-dire une détermination de l'endroit, physique où tu te trouves par rapport à la valeur ou supposée-t-elle, de ce que tu as fait, dans ta vie. Et donc comme l'ouvrage est structuré autour de cette idée de métempsychose, comme tu t'en doutes, pourquoi la mine a été convoquée? C'est parce qu'elle-même, elle est un personnage. Et ça vient c'est pour ça que je fais souvent référence dans les dossiers de presse à l'ouvrage de Simone Pétrement, Le Dieu séparé. C'est parce que, derrière, une espèce de remise au goût du jour de la pensée qu'on dit dualiste, c'est-à-dire la séparation entre, 2 forces ontologiques radicalement différentes, le bien et le mal, Dieu, Satan, le créé, l'incréé, l'âme, l'esprit, le corps, la pensée. Et en fait, c'est tombé en désuétude, on va dire, 2e moitié du XXe siècle parce qu'elle a été remplacée par ce qu'on a appelé le monisme, c'est-à-dire un concept central qui se diffuse en attributs. C'est par exemple Spinoza, Nietzsche, et cetera. Enfin, on pourra multiplier les penseurs du doute, hein, les penseurs de la suspicion. Et le dualisme est tombé en désuétude parce qu'il crée un certain nombre de problèmes, en termes philosophiques qui n'étaient pas solvables, c'est-à-dire le rapport corps-esprit, pour aller vite, voilà. Et donc du coup, je voulais remettre un petit peu cette, philosophie du dualisme au goût du jour
qui avait été remis au goût du jour par Simone Pétrement parce que, ça me permet de faire de la mine un 8e personnage qui ne dit pas son nom, mais qui n'est pas un lieu neutre. C'est un arbitre, des élégances qui a son propre intérêt, qui a ses propres forces, qui a sa propre volonté et qui agit tant par un agrégat des volontés qui se trouvent à l'intérieur, les mineurs, que par une puissance extérieure qui cherche à faire de la mine la source d'exploitation et d'argent qu'elle doit être. Au début, c'est représenté par le monde patronal et puis très, très vite, on va s'apercevoir qu'elle ramifie à un niveau presque spirituel par l'outil de la métempsychose pour que ça touche, y compris et que ça scinde l'esprit, la psyché des mineurs eux-mêmes. Derrière, il y a évidemment une réflexion non dite, mais c'est les différents niveaux de lecture de Lamine sur la profondeur de la ramification du capitalisme, évidemment. Jusqu'où va l'exploitation d'un lieu, y compris dans les corps, dans la manière dont les corps sont fragmentés, peuvent aller dans plusieurs directions et parfois de manière complètement contradictoire, parfois amener à des contradictions idéologiques qui n'arrivent pas à s'asseoir dans un corps. Et c'est différents degrés de lecture, mais d'abord, ce à quoi je voulais m'attaquer, c'est la destruction de l'esprit. Ouais. Mmh. Et souvent, tu as parlé des luttes sociales. Souvent, les luttes sociales sont, sont imbriquées par, une classe, par un collectif. On représente les travailleurs par un collectif. Toi, pourquoi tu as décidé de revenir sur l'individuel du mineur? Ouais. Parce que c'est l'abandon de la définition de soi. On est face à des gens qui ne peuvent pas ou ne savent pas mettre des mots sur les choses. Soit parce qu'ils n'ont pas l'élément d'éducation qu'il faut, soit parce qu'ils ont commencé à travailler trop jeunes, soit parce que commencer à mettre des mots sur les choses va poser de sérieux problèmes de traumatisme, enfouis qui remontent. Et donc du coup, il y a autant un travail volontaire qu'involontaire sur le fait de ne pas savoir mettre des noms sur les choses. Ce problème de la honte lié à la façon de nommer les choses revient à plusieurs reprises dans l'ouvrage, y compris sur les noms mêmes de certains personnages qui vont changer au fur et à mesure de l'histoire à cause de ça. Et donc du coup, tu vois bien qu'à travers cette idée, ce qui est derrière, c'est que quand on s'est défini par un collectif et que ce collectif broie les noms, broie l'individu, pour des raisons qui sont soit volontaires, soit involontaires, quand le travail s'écroule, quand il ne suffit plus à remplir le vide de l'existence, il faut recommencer à nommer les choses. Il faut recommencer à se nommer soi-même. Il faut recommencer à mettre des mots sur les choses que l'on ressent. Il faut commencer à se nommer soi-même, y compris dans ce qu'on n'aime pas de soi. Et c'est là où le retour de l'individualisme, il peut prendre plein de formes, et pas toujours bonnes. Parce que quand on s'est défini par le lien toute sa vie, quand le lien n'existe plus et que l'individualisme reprend le pas parce que c'est la seule manière de survivre, il faut voir ce qu'on a fait de ce collectif. Il faut voir ce qu'on a fait de ce lien social. À quoi ça nous a amené personnellement d'évoluer dans ce qui ne peut être que du collectif. Et la mine, pour ça n'a peut-être que du Mmh. collectif, ne serait-ce que par la spécialisation des tâches, qui va avec les personnages comme archétype de métier. Et il y a cette espèce de contradiction inhérente au départ qui est: «OK, je vis dans un collectif, je ne vis que par le collectif, je ne travaille que pour le collectif, y compris quand je rentre à la maison. Mais tout ce que je fais est divisé en tâches individuelles». Donc du coup, l'hypocrisie du collectif, au bout d'un moment, ne marche plus. Elle ne peut plus encore fonctionner quand même le monde extérieur te dit: «C'est nu». Voilà et Ouais. donc voilà. Et dans le livre, on a parlé beaucoup du travail de mineur, mais il y a aussi l'extérieur, la vie, Exactement. en communauté. Est-ce que dès le début, quand tu as commencé l'écriture, tu savais que la vie en extérieur influençait, l'un et l'autre ou était influencée par l'un et l'autre? Ou est-ce que ça t'est venu au moment de t'informer sur le sujet ou d'écrire, tu t'es dit: «Il manque, des personnages, en fait»? C'est un peu des 2. Dès le départ, je savais qu'il me fallait un personnage extérieur, en l'occurrence, Alpine, qui elle n'est pas mineuse, mais travaille dans un bar qui est lié en fait au camp de mineurs qui est à l'extérieur, pour pouvoir justement avoir, une transcendance. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas dans la mine,
qui va y rentrer et qui va apporter son point de référence externe à ce qui se passe à l'intérieur, au pire moment possible. On voit bien en plus qu'elle a toutes les raisons d'y aller au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'elle a des rapports différents avec certains mineurs qui peuvent être de l'ordre familial ou amoureux. Et donc ça va contribuer encore plus à la dynamite qu'elle va déclencher en étant elle-même l'allumette venant de l'extérieur. Alpine, elle est la personnification, au-delà de ça, de ce qui anime les mineurs quand eux-mêmes sont enfermés. C'est-à-dire qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont passer 90% de leur vie à souffrir pour un travail dont ils peuvent admirer leurs compétences à l'intérieur de ce travail. Mais ce qui les motive in fine, c'est d'abord de faire en sorte que le collectif dehors continue à tourner normalement. Mmh. Il faut vraiment s'imaginer que c'est dans la manière que et ça c'est intéressant ce que dit, la manière que moi j'ai de me représenter les mineurs au quotidien, c'est d'abord et avant tout des gens en première ligne qui défendent la capacité à vivre de leur famille, de leurs amis, de leur groupe, du village dehors. Et donc du coup, s'ils y vont, c'est d'abord et avant tout parce que c'est le seul moyen pour eux de faire en sorte que dehors, ça continue à être comme avant. Et même si ça veut dire que pour eux, c'est l'enfer tous les jours. Mmh. Voilà. Et donc c'est vraiment, à travers le besoin du point de référence extérieur qui est Alpine pour renforcer le contraste entre la fin du travail et l'après, mais également pour, créer cette espèce d'effet de distorsion entre le fait que les mineurs acceptent de passer la totalité de leur vie dans les boyaux, alors que ce qu'ils défendent se trouve dehors. Mmh. Et j'ai fait exprès au début de pas te présenter parce que tu arrives quand même avec un bagage, assez, unique, on va dire. Ouais. Donc pour résumer un petit peu, tu es docteur en égyptologie, et tu as notamment dirigé, une mission, archéologique, au Soudan. Tu es maintenant, directeur du musée de l'Institut, oriental de Chicago, c'est bien ça? Donc spécialisé dans les collections antiques, au Moyen-Orient? Ouais. Moyen et Proche-Orient, Moyen et Proche-Orient. Donc tu es un spécialiste un petit peu des mondes disparus, en tout ouais. cas Ouais, d'une histoire très, très ancienne. ouais. Là, la France houillère que tu évoques, c'est aussi un monde, disparu où, justement le musée est une des traces, de ce passage de l'industrie qui maintenant, en tout cas en France, a disparu. Pourquoi? Bah, est-ce que tu as fait un lien en tout cas entre tes 2, entre ce travail et ton travail, de docteur historien quoi? Et est-ce que tu as vu dans ton approche une manière spécifique de le voir grâce à ton bagage, culturel? Bah, bien sûr, ouais, la première preuve de ça, c'est que, bah, la plupart des choses dont on discute, depuis le début, c'est-à-dire le dualisme, la métempsychose, c'est l'antique, en fait. C'est un retour à l'antique au sens le plus strict du terme puisque, c'est presque platonicien comme façon de séparer le corps et l'esprit et de voir si ça marche ou si ça marche pas et l'idée n'est pas de prendre parti, l'idée est juste de présenter une situation à l'antique, structurée comme une tragédie en 3 actes, ce qui est la mine, hein, c'est ni plus ni moins qu'une tragédie classique en 3 actes, mais avec des éléments résolument modernes dans la façon de dire le récit, que ce soit à travers la syntaxe, que ce soit à travers les images convoquées, que ce soit à travers l'émergence du fantastique, ce qui n'est pas mythologique, mais qui est la déformation du réel à l'intérieur d'un récit tragique. Voilà. Il y a par exemple, à l'intérieur du livre, des éléments qui sont typiques d'une pièce de théâtre, grecque, avec par exemple les interventions d'un chœur, comme il y avait en Grèce antique dans les représentations théâtrales pour mettre l'audience ou le spectateur à jour en lui donnant les éléments clés de la structure du récit par une source extérieure, un narrateur omniscient. Il y a des éléments comme ça dans l'ouvrage, c'est notamment tous les éléments un peu, métaphysiques qui sont structurés comme des essais, à travers le récit lui-même qui se déroule, via le point de vue des personnages qui, là, pour le coup, c'est un outil, narratif moderne. Mais le lien derrière tout ça, évidemment, c'est d'abord l'Égypte ancienne, puisque la notion même de métempsychose, elle vient de l'Égypte ancienne, et ensuite elle se transvase à travers la Grèce antique, la Rome antique. Il y a également un des personnages qui s'appelle Alecto, qui est une référence aux Érinnies, les furies romaines, qui sont des augures, en fait, chacune chargée d'établir une forme de justice du temps, où les héros à qui elles s'adressent sont vivants et pas attendent leur mort pour émettre un jugement.
Donc tu vois, il y a plein de convocations antiques et le rapport, par exemple, que je décrivais dualiste à la spiritualité, il faut lire un bouquin d'Eric Orneau, un autre égyptologue qui s'appelle L'un et le multiple, c'est-à-dire le rapport de l'individuel par rapport à une mythologie collective, qui est vraiment un ouvrage très important. Donc le lien se trouve ici. Mmh. L'obsession, en fait, de la séparation du corps et de l'esprit qui était très à la mode à l'antique et complètement tombée en désuétude dès l'époque prémoderne, en fait, elle vient de là. Mmh. Et comment, en fait, on peut, à travers un récit réaliste, remobiliser ces concepts et voir s'ils fonctionnent encore ou plus du tout. Mmh mh. Voilà. Et sur l'aspect peut-être plus, matériel du Ouais. travail d'archéologue, on a, ce truc de terre, de recherche, de quelque chose de très physique qu'on retrouve aussi dans le livre. Tout On à on fait, a un ouais. rapport à la matière, Ouais. qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi, dans le premier extrait, on voit, il est genoux à terre. Il y a vraiment une présence physique en tout Physique, cas. tout à fait. Donc est-ce que tu Un tu très bon nez. ça vient, c'est conscient de Tout à fait. récupérer ces choses-là? Et par le vocabulaire, c'est conscient par le Ouais. vocabulaire. Par exemple, je passe beaucoup de temps dans le récit à décrire la matérialité de la mine et pas que de la mine elle-même, c'est-à-dire du travail lui-même. Comment sont faits les étais? Quels sont les spécialistes qui vont travailler justement le renforcement des boyaux de mine? Comment on gère, les coups de grisou? Comment, par exemple, l'absence de lumière peut être un avantage pour identifier certaines veines de charbon? J'ai passé énormément de temps justement à être sûr que le vocabulaire employé à travers des thèses de l'université de Metz et de l'université de Nancy qui m'ont énormément aidé, parce que je suis en rien spécialiste, du monde minier, mais m'ont beaucoup aidé justement à avoir un vocabulaire qui soit en adéquation avec, l'exploitation d'une mine. Évidemment, la plupart, dont je prends exemple, c'est soit le bassin minier, des Hauts-de-France ou alors d'abord et surtout celui de la Lorraine, surtout la Haute-Lorraine pour être précis, années 45-75, particulièrement le site de Jarny, dont on avait parlé, Mmh tout à mh. l'heure, qui m'a énormément aidé en fait à construire un vocabulaire qui m'aide à retranscrire une matérialité des pratiques, des métiers, des outils surtout. Et c'est là où la référence à l'archéologie, dont tu fais état est pertinente. C'est parce que c'est par l'outil, c'est par tous les éléments matériels qui permettent à ces mineurs d'exercer leur métier, le soin qu'ils accordent à leurs outils aussi, parce que c'est des éléments de survie, d'avoir des outils qui marchent, d'avoir des états qui fonctionnent, c'est même un élément du récit majeur, puisqu'au bout d'un moment, au milieu du livre à peu près, le spécialiste des charpentes des galeries, justement, s'aperçoit qu'on les a en partie sabotées, Mmh. ce qui a amené à l'effondrement, voilà. Et donc du coup, derrière, il y a toute cette idée technique de, quand les outils marchent plus, quand mon environnement familier ne marche plus, il y a toute une remarque, de Véron au début sur le fait que son piolet n'est pas le sien, il le reconnaît juste en le tenant parce qu'il est dans le noir complet. Il y a une familiarité à l'objet, à la matérialité des objets qui est évidemment, cruciale tout au long de l'ouvrage. Mmh. D'abord par le vocabulaire et ensuite par rapport à la sensation des personnages, ouais. Mmh. Et tu as dit, tu as été chercher des thèses donc spécialisées sur les mines, en France. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix de t'installer en France pour le récit? Parce qu'il existe encore des mines, maintenant, notamment dans les pays du sud, tu as été au Soudan, donc je pense que tu sais, c'est Les quoi mines d'or les mines notamment, ouais, encore ouais, maintenant, ouais, d'or, on parle aussi beaucoup de cobalt ou des choses comme ça. ouais, ouais, Donc ouais. c'est un sujet encore, moderne, donc tu aurais pu le mettre dans notre, monde contemporain actuel. Qui te dit qu'il est pas dans le monde contemporain actuel? Ce que je voulais faire avec si tu as remarqué, la mine, j'ai dit qu'elles étaient mes sources d'inspiration. Mais dans le roman lui-même, il y a jamais la mention d'un lieu, il y a Que dans jamais notre la sujet. mention d'une époque. Ouais. Je ne mentionne que la France de la houille à l'arrière-fond Mmh mh. pour faire référence au vocabulaire que j'utilise. Mais à part cette simple référence, dans tout l'ouvrage, il y a jamais de mention d'où on se trouve, ni à quelle époque on se trouve. Mmh. Je fais référence à la France de la houille parce que j'ai voulu être honnête en quatrième avec mes sources d'inspiration à moi, parce que j'avais besoin d'un vocabulaire qui fonctionne avec le jargon et l'argot français, que j'utilise énormément dans l'ouvrage et je voulais m'assurer de certaines cohérences. Là où tu as raison, c'est que j'aurais très bien pu parler des mines du Brésil ou du Paraguay, par exemple, qui ont été catastrophiques pour l'exploitation minière de Haute-Lorraine à partir des années 60, qui a amené à la fermeture de 4 ou 5 mines en Lorraine, surtout en Basse-Lorraine, parce que le Brésil était moins cher, parce que les gens étaient moins payés, etc. Et qui ont été
pivot vraiment dans l'abandon progressif, jusqu'à l'effondrement. Les derniers effondrements de galeries de mines non contrôlées étaient dans les années 90, 97 pour être exact. Et du coup, en fait, j'aurais très bien pu parler de ça, effectivement. Sauf que j'aurais perdu en cohérence de syntaxe et j'aurais perdu, en fait, en capacité de C'est jargonnage. par pragmatisme, en fait. Pas que, c'est aussi parce que si je pars d'un principe d'effondrement, les mines s'effondrent aussi et surtout parce qu'il y a de la concurrence ailleurs. Heu, la mine, elle existe à d'autres endroits. C'est pour ça que je suis jamais précis sur l'endroit où je Mmh. me trouve, ni le temps où je me trouve. C'est parce que je pense qu'on aurait pu faire le même récit d'une mine au Paraguay, au Brésil ou au Soudan, si on s'était mis dans la tête des gars qui s'en occupent. J'ai vu moi de près ce que c'est qu'une mine d'or actuelle au Soudan. On est quasiment au 19e siècle en termes d'outils employés, l'usage du mercure, et cetera, avec tout ce que l'imaginaire que ça peut comporter. Et je pense qu'on aurait pu, mettre dans la tête, de ces Soudanais la même chose que ce qu'on a dans la tête des gars là, Mmh. dans le livre. OK. C'est pour ça que je suis extrêmement précis dans le livre, enfin j'ai fait extrêmement attention à ne mettre aucune référence géographique ni temporelle. Mais une précision sur la syntaxe, Voilà, pour par avoir cohérence, une ouais, ouais, tout à pour fait. avoir une accroche, je Voilà, dirais. ouais. OK. On va repartir dans le texte avec une autre citation. «Mon boulot à moi, c'est la curette. Je suis là pour gratter, récuiller, fignoler les trous qui ont quelque chose à offrir. J'aime à dire qu'entre tous, je suis le seul qui se rappelle pourquoi on est là. Comme une machine avec un rouage en plus, quoi. Je suis fier de ça, pas vaniteux, hein. Vous transformez pas vous transformez pas en curé. On commençait si bien. En général, je bosse, moitié moins que les autres parce que j'ai l'œil. J'ai pas appris, pas eu de vieux bougre que je peux remercier de m'avoir ramassé tout jeune. J'avais pas le sou, mes pieds m'ont porté là et en faisant l'arpette, les patrons ont remarqué que je voyais plus vite et surtout mieux. C'est pas de l'observation, c'est plutôt, comment dire, un balai. Lorsque mon heure vient, je marche sans hâte jusqu'à la galerie et je l'arpente, je l'inspecte, la palpe. Je rentre dans une bulle à moi et on se met à parler tous les deux. Les embrouillamini mini des autres mineurs s'effacent, comme un acouphène, entre deux blagues salaces. Ça me gêne pas, ça fait des parties du décor, c'est comme un attirail pour se préparer à méditer, un arrière-fond. Donc là, on a plusieurs idées qui traversent, tout le livre. J'ai noté, par exemple, l'appareil sous la machine. Il est vu lui-même et il se voit lui-même comme une machine. Tout à fait, ouais. Donc là, on a toute la partie non-reconnaissance du travail, un petit peu sale. On a l'aspect où il dit: «J'ai l'œil», donc une certaine, fierté du travail bien accompli qui contraste avec cette, non-reconnaissance. Et qui lui permet de travailler moins que les autres. Ouais. Mmh. Et on a aussi l'aspect du ballet qui fait venir, un aspect artistique, en fait, à Ouais, ce travail. tout à fait, ouais. Donc comment déjà tu t'es dit qu'il y avait ces 3 éléments qui sont contradictoires en eux-mêmes, Ouais. qui s'imbriquaient dans ce métier et comment tu t'es dit, bah, est-ce que ça passait notamment par la syntaxe de remettre, ces 3 éléments en place par 3, vocabulaires différents? Quel a été l'objet? Tout à fait. Le vocabulaire et la syntaxe sont utilisés pour illustrer des différents niveaux d'introspection, à chaque fois. Et donc du coup, c'est des éléments de repère autant pour le lecteur que pour le personnage lui-même, qui évolue à différents niveaux de lexique par rapport à son besoin de s'évader. Pourquoi les 3 éléments sont en contradiction? En tout cas pour moi, mais surtout pour le personnage que j'essaie de faire parler pour lui-même, c'est parce qu'il en a besoin. Même si il sait qu'il n'est qu'une machine dans un rouage bien plus grand, dans un moteur bien plus grand, ça l'empêche pas d'être fier d'être bon dans le fait de l'être. Même s'il ne se limite pas à ça, on le verra quand on aura quelques scènes avec ce personnage-là en dehors de la mine, il est plus large que ça. Mais ça l'em il en tire fierté, il a besoin d'en tirer fierté parce que sinon il tient pas. Hem Et et ça, tu l'as compris dès le début, bah, tu l'avais déjà au moment d'écrire? Tu ouais, l'avais avant? ouais, Parce que pour c'est moi c'est un c'était élément que ouais. si on est de l'extérieur, on peut se dire, c'est absurde en fait comme situation. Ça peut être absurde, mais pourtant c'est nécessaire. En fait, alors là, pour le coup, je sais pas ce qui relève du conscient ou de l'inconscient chez moi. Il y a peut-être une grande part d'informations déjà acquises par mon enfance, ça c'est certain puisque, j'avais un grand-père qui était mécano sur les tarmacs de l'aéroport de Paris, pendant la guerre et à l'après-guerre.
et qui faisait les 3-8 pour nos familles de 4. Et donc du coup, j'avais en rentrant à la maison, quand je l'entendais parler quand j'étais petit et lui, il était pas loin de la retraite ou déjà à la retraite, j'entendais ça, ces contradictions-là. C'est-à-dire, la nécessité d'être une machine dans un rouage plus grand et la conscience bien aiguë de n'être rien d'autre que ça. La grande fierté, malgré tout, à accomplir son travail, pas nécessairement par rapport aux gens, aux patrons mais d'abord et surtout par rapport aux autres ouvriers, au collectif à qui tu rendais service en étant bon. Il y avait une forme de respect, non dit, grâce à ça. Et puis enfin, la troisième contradiction qui est presque artistique, c'est-à-dire cette capacité à exister en dehors de sa compétence à l'intérieur d'une fonction, c'est comment être un artisan au sens noble du terme. C'est-à-dire essayer de se projeter dans quelque chose dans lequel on peut avoir une expression qui dépasse sa fonction, c'est-à-dire trouver un sens à ce qu'on fait. Être un bon artisan, c'est pas juste être bon dans ce qu'on accomplit à travers ses outils ou à travers ce qu'on aime faire, c'est aussi être capable d'y mettre une part d'individualité, une part de créativité. Mmh. Curette, il le dit, enfin, la fonction de Curette que Maury décrit là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il lui faut un troisième niveau quasiment créatif, artistique. Il a besoin de se voir comme un artisan, il a besoin de se ressentir comme étant quelqu'un qui apporte quelque chose de créatif à l'exploitation de la mine, parce qu'au bout d'un moment, la fonctionnalité et l'efficacité, ça suffit plus. Mmh. Ça suffit plus sur des dizaines d'années. Et donc là, on a l'exemple parfait d'un ouvrier bien rodé, qui est bon dans son métier, ce qui lui permet de travailler moins, mais ce qui ne l'empêche pas non plus de respecter ses collègues, en n'insistant pas trop sur le fait qu'il est meilleur qu'eux. Mmh. Je suis pas vantard, c'est pas de la vantardise, et qui est capable de se dire: «Bon OK, malgré le fait que je fais rien d'exceptionnel en soi, j'y mets quand même une petite touche d'individualité, et c'est ça qui fait que je suis bon». Et le problème, c'est qu'il y a aucun autre endroit dans le temps qui lui reste à vivre pour être créatif. Mmh. Mais ça veut pas dire que, comme chez tout être humain, le besoin d'être créatif disparaît. Donc il faut le combler. Mmh mh. Sur cette même idée, j'ai noté une autre, citation. J'ai passé la plupart de mon temps dans une cave à taper dans de la roche ou à expliquer à d'autres plus jeunes comment faire. Je leur vendais un demi-siècle de fierté au travail et à la chaleur des copains. Ça valait mieux que de rien foutre, non? Cette grosse blague. Cette vaste et dégueulasse blague. J'ai participé, j'ai joué le jeu. C'est ça qui me gratte le plus. J'ai oublié. Pourtant, la tradition familiale m'avait déjà donné la réponse. Dans le fond, il n'y a que la guerre, quel que soit l'ennemi. L'image que j'ai de mon père, c'est pas celle d'un travailleur, c'est celle d'un mort au champ d'honneur. Probablement pour ça que j'ai pu l'encaisser tous les jours, cette vie de carrière. Donc là, on voit la fierté au travail, la chaleur des copains, donc l'aspect individuel et collectif en même temps. L'idée encore de non-reconnaissance du travail par lui-même, par l'idée de blague. Et tu fais advenir une autre figure qui est celle du père. Donc c'est la figure un peu classique des romans pour remettre en cause le pouvoir qui passe souvent Mmh. par le père. Donc pour toi, la remise en question de ce travail passe par une remise totale de toutes les idoles en fait et de toute une vie. Ouais, sans voler à personne, le crépuscule des idoles, ouais, c'est vraiment ça. Et là, tu prends l'exemple de Pilate, qui est l'exemple parfait du 180° idéologique, puisqu'on a quelqu'un qui est chef d'équipe, qui a été traumatisé avec un moignon en main gauche, donc il peut plus être aussi efficace que les autres, donc il est renvoyé à l'entraînement des nouveaux ouvriers mineurs qui vont être embauchés au fur et à mesure du temps. Et en fait, quand la mine s'effondre, tout son édifice idéologique et sa hiérarchie des valeurs et sa hiérarchie familiale s'écroulent. Et c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire que, bah, du coup, il ne peut plus poser la figure patriarcale qui peut être le patron, qui peut être le père, qui peut être, un autre ouvrier qui le précédait. Il ne peut plus se référer à ça pour essayer de perpétuer un modèle. Il est obligé de créer un modèle qui lui appartient en propre, mais qui ne peut s'appuyer sur rien de ce que lui connaît, c'est-à-dire le monde du travail. Et c'est pour ça qu'il va faire un tête-à-queue idéologique au fur et à mesure du roman et qu'il va devenir la pire raclure individualiste qu'on puisse imaginer, puisqu'il se dit: «Beh, tout mon édifice, toute ma cathédrale idéologique, en fait, elle m'a mené à ça, et en plus, quand je rencontre 1 ou 2 autres survivants, ils m'aident pas.
malgré tout ce que j'ai donné, malgré le fait que j'ai fait tomber certaines de mes idoles, malgré le fait que j'ai mis de l'eau dans mon vin, que j'ai été flexible, j'ai toujours été là pour les autres. Quand c'est à mon tour d'avoir besoin, il y a plus personne. Mmh. Le père, qu'il soit représenté par l'entreprise ou qu'il soit représenté par la cellule familiale, n'est plus là. Et donc, comment je fais? Et c'est là où l'aigreur et l'individualisme forcené va se retrouver convoqué, parce que la seule chose qui m'a resté, c'est une forme d'hédonisme, mal câblé, où en fait, il veut pouvoir continuer à vivre pour profiter des quelques années qui lui restent en s'en foutant de tout. Ouais. Donc Bah, voilà, justement, là, j'ai noté une autre citation sur la liberté ouais. que cette prise de conscience va lui faire advenir. Je sais pas ce que c'est la liberté, mais ça y ressemble. Je peux pas vous dire. J'ai jamais connu. Mais là, avec les responsabilités en moins, sans la crainte de perdre le boulot ou les types à rassurer, je m'éclate. Je suis dans le pire trou qu'on puisse imaginer, faut pas se leurrer, et je me sens mieux que jamais. Je dois avoir 4 heures d'espérance de vie et je changerai ma place pour rien au monde. Vous gourrez pas. Je suis pas le genre de type qui a besoin d'adrénaline pour se sentir vivant. C'est autre chose, plus profond. Une résistance qui a sauté, un barrage qui cède, un bout de soi qu'on n'aime plus et qui meurt sans regret. Le goût des autres, sûrement. Je suis pas dupe. Je sais que mon histoire est limitée. Après tout, je suis juste un pauvre lascar qui traîne dans une mine pourrie, voué à crever la bouche ouverte, sans espoir d'être un souvenir. Mais justement, c'est foutrement libérateur de le savoir. Plus rien à souhaiter, à défendre, à parader, qu'à le pied. Donc là, tu peux réagir à ce moment Il de prend c'est libération. exactement ça, il prend la tangente, la seule soupape psychologique qui reste, c'est, bah, du coup, je vais essayer tant que faire se peut de rester en vie pour en profiter au maximum et pour ça, si ça veut dire rouler sur les autres, je le ferai. Mm. Et parce que du coup, l'addition était trop chère à payer, l'effondrement de la mine et aussi l'effondrement de son esprit à vie, l'effondrement de son altruisme. Et donc du coup, bah, il coupe net avec, les autres. D'autres ne font pas ce choix, hein, mais Oui, parce que lui, là, sa libération passe par une libération aussi de sa morale, en fait. bien sûr, parce que le problème, c'est qu'il a été sous cocotte minute toute sa vie parce qu'il était chef d'équipe. Dès le début, quand même malgré le fait qu'il était un bon mineur, il se fait écraser en fait la main gauche très vite et donc du coup, il ne peut que former les autres. Donc là, pour le coup, il veut vivre pour lui-même. Et le problème, c'est que ça va pas tout à fait se passer comme ça, puisque il est lié de manière assez proche avec Alpine et des gens de l'extérieur, qui vont de force le ramener à sa générosité, à son altruisme d'antan. Mm. Et donc, il va se retrouver dans un ascenseur émotionnel très compliqué à gérer, parce que lui pensait avoir pris la tangente, s'être libéré et avoir fait tabula rase de son passé. Sauf que son passé va revenir à lui, d'une manière qu'il n'avait pas forcément vu venir, c'est-à-dire il va le passé va revenir par l'intime et pas par le travail. Le Ouais. travail, il aurait pu gérer, parce qu'il a fait table rase du travail. Mais c'est l'intime qui va revenir le mobiliser, et du coup, il ne peut pas s'échapper de l'intime, il est obligé d'être avec lui-même. Ouais, puis il a pas appris aussi à gérer son intime, Jamais, non, par la il présence a de jamais son eu le travail. temps. Mmh. Il a géré l'intime des autres, mais pas le sien. Mmh. C'est un des seuls personnages dont on sait, au fur et à mesure du livre, que c'est un célibataire endurci qui a jamais pris le temps de faire une famille parce qu'il s'occupait des familles des autres, Mmh. en dehors de l'ami. Et le livre est richement illustré par, Jérôme Agostini. Quelle est-ce que l'idée, principale, du au moment de l'écriture, c'est que justement il soit illustré? Est-ce que c'est venu dès le début? Est-ce que c'est venu après? Et aussi par le style, de dessin, est-ce que tu avais, des demandes? Est-ce que tu as laissé carte blanche au dessinateur? Alors, l'histoire de l'illustration du livre, elle est à la fois spontanée, à la fois calculée. J'ai toujours voulu que la mine soit illustrée, oui. Par contre, j'ai pas écrit le texte, avec les images en tête. J'ai écrit le texte avant, et c'est une rencontre. C'est en ce sens que ça a été, aussi spontané. C'est une rencontre avec Jérôme Agostini, le dessinateur du roman, qui a fait que, j'ai trouvé, ce que je voulais et le style, parce que ce que faisait Jérôme notamment, j'en en avais parlé tout à l'heure, sur les mémoires de son arrière-grand-père qu'il a publié en dessin, qui s'appelle «Les mémoires de guerre» de Jacques Bertrand, heu, m'avait, beaucoup plu, et j'avais envie de lui demander si, il avait envie d'illustrer la mine. Pourquoi l'illustration? C'est 2 raisons majeures. J'ai toujours été, séduit, notamment par les romans illustrés qui n'étaient pas des BD, hein, vraiment des romans illustrés. On peut prendre les reprises de Céline par Tardy,
Mais il y en a d'autres, hein, même si on veut, rester dans le point, franco-belge ou, la tradition européenne, il y a même les Larcenais, hein, qui sont, à notre époque, bien illustrants de ça. Je voulais vraiment donner des points d'ancrage au lecteur, mais sur des éléments très particuliers qui étaient des paysages émotionnels. Ce que je voulais, c'était illustrer certaines parties du roman qui sont presque des essais philosophiques ou en tout cas littéraires, sur des points particuliers de l'évolution des personnages et de l'illustrer à travers les dessins, pour donner un point d'ancrage au lecteur qui soit autre que le texte. Et j'ai essayé de faire en sorte que ces illustrations soient le plus souvent possible, si c'est pas systématiquement, liées, à ces paysages émotionnels. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de X, Y ou Z quand il ressent ça? Le dessin peut aider, mais le visuel va décupler la puissance d'un paysage émotionnel. L'inconvénient, c'est que ça le fixe, parce que ça empêche au lecteur de s'imaginer. Mais c'est pour ça justement que c'est pas une BD et que ce ne sont que des vignettes séparées les unes des autres, pour donner à voir au lecteur ce qu'un personnage ressent. Et c'était ça le but, c'était vraiment de donner une plateforme visuelle, à des phases, plus introspectives, du roman. Ouais. Ouais. Et sur le côté, matériel, on le disait, tu es passé par la syntaxe et l'orthographe et là, tu es pour le côté un peu plus mystique, tu t'es Tout à dit fait, ouais. que l'objet, visuel était plus fort, pour, donner ce C'est un souci de cohérence. Je passe mes moments, d'essais littéraires à expliquer que les mots suffisent plus, à un moment. Je passe mon temps à expliquer que certains personnages n'arrivent pas ou ont honte de mettre des mots sur les choses et donc il faut trouver un moyen, puissant pour dire ça et montrer l'insuffisance du langage. mmh, Et le roman illustré permet ça. mmh. Ouais. J'aimerais revenir sur un élément, qu'on a évoqué tout le long, mais c'est ce côté, mysticisme, enfin vraiment un mot, qui imprègne tout le texte. Heu, J'aimerais t'entendre, expliquer quelle a été, on a parlé des influences que tu avais sur ton travail, sur l'égyptologie et tout Mmh. ça. Et est-ce qu'il y a une part, de recherche que tu as découvert au moment de de t'imprégner de la culture des mineurs? Ouais. On sait qu'il y a la 5 bardes, il y avait déjà une présence, du mystique, dans la réalité, on va Bien dire. sûr, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a aussi eu un côté personnel? Qu'est-ce que ça a été tes moments où tu t'es dit, «Je vais élever», on va dire, parce que tu dépasses la pensée, tu vas vers le religieux, vers le haut, quoi, donc Ouais. Ouais. pourquoi aller, Bon, il y a une obsession personnelle qui est très simple, c'est, comme le rapport au transcendant est un besoin vital. J'en ai toujours eu la conviction et ça veut pas dire que j'ai la foi, hein, personnellement, au contraire même. Mais par contre, le besoin d'avoir un rapport au transcendant, ça, c'est quelque chose que tout être humain partage. Grosso modo, le quotidien suffit pas. Faut se rappeler ce que disait Alfred Döblin dans Berlin-Alexanderplatz, hein, ce livre est dédié à tous ceux pour qui la vie est plus que le pain quotidien. mmh, C'est vraiment ça derrière. Donc c'est d'autant plus puissant, en fait, de mettre ce besoin qui n'est pas assouvi, à mon avis, dans notre époque contemporaine, comme il convient, de donner à voir ce que ça donne quand on le ressent, mais qu'on n'arrive pas à l'exprimer ou même à le demander. D'où les mineurs. Voilà. Et donc oui, c'est une obsession personnelle. Comment on fait, pour assouvir ce besoin quand on n'a pas la possibilité de mettre le doigt dessus ou de savoir de quoi on a besoin? Et donc il y a un certain nombre de traditions philosophiques et ou spirituelles qui ont essayé de traiter, ce besoin au transcendant pour le diffuser au plus grand nombre et donner une caisse à outils, en fait, qui permette à minima d'y avoir accès. Et la gnose, évidemment, est un élément, ce qui est contradictoire, parce que la gnose, au départ, c'est un courant, qui, au départ, a été jugé comme hérétique, par les chrétiens et puis ensuite, grâce aux travaux de Simone Pétrémont, on s'est aperçu qu'en fait, il a été à la genèse du christianisme. Mais la gnose, c'est au départ un truc assez élitiste qui vise à atteindre la connaissance et la vérité par une sélection, liée à la recherche mmh. et à l'accès à la connaissance. Mais ensuite, ça va se diffuser dans tout le bassin méditerranéen et ça va avoir une histoire, assez compliquée. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est
que ça revient très, 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 très fort à notre époque moderne, de manière cachée, dans la pop culture notamment. Je vais prendre un exemple, hein, c'est des travaux qu'un type comme Paco Luciano a déjà fait, bien, bien mieux que moi, hein, mais prends la série Lost, par exemple, c'est une série gnostique de A jusqu'à Z. On retrouve des éléments de la mine dans Lost, c'est-à-dire, la présence d'un lieu qui permet de passer du monde spirituel au monde matériel, un lieu géographique bien identifié, avec une bande de gens qui sont complètement cassés émotionnellement et qui ont besoin de cet endroit pour survivre et se retrouver un sens, une définition à travers leur évolution. Et donc, il y a comme ça, on sent à travers les craquements de la pop culture contemporaine, ce livre en est un autre exemple, hein, ce besoin de trouver un sens qui ne soit pas, uniquement que des mots, mais qui soit un lieu géographique dans lequel on puisse faire communauté. Mmh. Et derrière, en fait, c'est ça qui est assez confusant, c'est de quoi on parle? Est-ce qu'on parle juste du besoin d'avoir un sens, qu'il soit spirituel ou philosophique? Ou est-ce que juste c'est le fait d'être en communauté qui compte? Est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer en se disant: «C'est peut-être parce qu'on n'a plus de lien social, en fait, que ce besoin de spiritualité est si fort?» Et là, du coup, on revient à la vision séculière du sacré, Mmh. qui, moi, m'intéresse particulièrement en tant que républicain convaincu, au sens stricto français du terme. C'est quoi les éléments civiques du sacré? Si c'est pas le travail? Mmh. Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le lien social? Est-ce que c'est le quartier où on vit? Est-ce que c'est le village de mineurs, où on pensait avoir du lien social et en fait on n'en avait pas? Voilà, ça m'obsède, ouais, personnellement. Ouais. Donc l'écriture du roman était aussi une recherche personnelle de C'était une réponse? expérience cathartique de, quand je pèle l'oignon jusqu'à l'os, il reste quoi? Mmh. Est-ce que mon but au bout du bout, c'est de trouver un sens ou est-ce que le but au bout du bout, c'est de trouver un lien social qui soit véritable? OK. Merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une petite question par rapport aux extraits qu'Albin a lus. Je trouve que c'est vachement soulignant comme vocabulaire. Est-ce que tu penses que ça y est, que par rapport à tes lectures, tu l'as fait exprès ou c'est par hasard? Non, j'ai fait exprès. J'ai Tu fait fait exprès? exprès d'utiliser un langage qui mélange à la fois l'envolée lyrique, le jargon, très toulier, et en même temps, brutal et puis aussi, une dimension parfois très cruelle, du vocabulaire choisi, très violente aussi, brutale comme j'ai dit. Hem, Parce que je voulais alors l'influence de Céline m'a pas échappé, il y en a d'autres, Oui, je pense, oui. mais oui, je la nierai pas, elle est là, oui. C'est un des auteurs, au-delà de l'abomination du personnage, Oui, oui. qui est un des plus puissants que j'ai jamais lus, voilà et particulièrement pour ça, je pense à Mort à crédit ou Nord, par exemple, qui sont, dans la même veine, c'est-à-dire cette volonté d'essayer de déterrer la véracité du spirituel dans la fange, en fait, donc c'est vraiment ça, quoi. Et donc oui, forcément, ça a eu un impact. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, contrairement à Céline, moi, je vais pas essayer de maintenir cette cohérence tout le long du livre. Je m'en sers par effet de contraste. Ouais. C'est-à-dire que dans un même paragraphe ou même dans différents chapitres ou même selon le personnage qui parle, je vais mettre un violent taquet, en fait, à un phrasé extrêmement jargonnant et bas du front, pour permettre au personnage de parler de ses niveaux inconscients de désir. Donc par exemple, quelqu'un qui peut être très brutal, très violent parce qu'il ressent une frustration. Un mineur, par exemple, qui sort à un moment donné un jour, il est pas content de sa journée parce qu'il a foiré une querette ou son été est fendu, enfin peu importe. Il va être capable de se déployer dans une envolée lyrique avec des mots que lui-même ne comprend pas ou lui-même ne maîtrise pas pour essayer de décrire ce qu'il ressent ou ce qu'il voudrait ou qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa femme ou à ses enfants ou comment on s'excuse et tout se passe dans sa tête et il n'arrive pas à le dire. Voilà et c'est ça qui m'obsédait dans ces différents niveaux de contraste. Donc oui, tout à fait conscient, oui volontaire, vocabulaire choisi, exprès, soit par personnage, soit par niveau d'émotion, pour véhiculer justement les contradictions dont on a fait état tout à l'heure. OK.